récipes pour mieux comprendre qui tu es, qui tu deviens. J'aimerais ça que tu me parles d'abord de tes origines. Oui, mes origines. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Luc. Évidemment, vous savez c'est où, hein, Saint-Luc? C'est Hein? d'abord en haut, en haut, en haut, en haut. Là. Jusqu'à le point du Québec. Ouais. Ça fait comme ça, Québec, comme Montréal. C'est le Pas plus haut aller. point du Le Québec. plus Hein? haut point du Ouais. Québec. Et c'est un village, parmi 14 villages inuits qui fait toutes les côtes de la côte baie du Tson, baie d'Angava. Alors, il y a 14 villages inuits. Alors, c'est ça, je viens d'un petit village, communauté inuit qui a 1400 personnes maintenant. Mm. Et j'ai grandi là jusqu'à mes 21 ans, quand je suis allée à Montréal pour la première fois pour vivre. Et je reste ici depuis. Ouais. Et ton père, ta mère, quel sang qui circule dans tes veines? C'est drôle parce qu'il y en a beaucoup, comme moi, qui sont métissés, qui ont eu de mères souvent Inuk et d'un père blanc. Dans mon cas, c'est un Terre-Neuvien, c'est un Newfie, qui a fait un bébé avec ma mère. Et à la naissance, direct à la naissance, j'étais adoptée à mes parents adoptifs qui viennent de mon village, deux petits... de petits vieux, qu'on dirait chez nous, des Inuits qui m'ont élevée dans un environnement, je ne sais pas comment le décrire, disons moins moderne parce qu'ils étaient plus vieux, ils n'avaient pas de caméra, c'est ça, c'est comme, c'était pas nécessairement important d'avoir des biens. Alors, j'ai grandi, le premier, je pense qu'on était le dernier à avoir un vieux télé qu'on a pris de la famille, qui ont dit, OK, bon, on va donner ça à Mia Later. Puis, alors, souvent, il a fallu que je rêve longtemps avant d'avoir quelque chose. Mm-hmm. Donc là, on parle de ton enfance dans les années 70, à Saint-Louis, c'est ça? 80 plus, 80, je suis née 77. Ah, OK, désolé. Ouais. OK. Donc, dans les années 80, quand tu grandissais, tu t'identifiais à qui? Je m'identifiais à qui? À personne. À personne, mais en même temps, je suis bien entourée. J'ai Je pense que j'ai été très proche des aînés, des gens plus vieux, parce que mes parents avaient souvent les visiteurs qui venaient chez nous. J'étais très proche de mes parents aussi. Alors, identifier, j'ai aucune idée. À qui tu t'identifies? À ta famille, ouais. Est-ce que tu cherchais des modèles, par exemple? Moi, je dirais, j'étais très... peut-être mes profs, hein? Mes profs, parce que tu commences je pense que j'étais une petite fille très rêveuse qui était constamment dans la lune, un peu... c'est comme si je me mets à inventer toutes sortes de trucs avant bien que je sache que le monde peut aller vivre à Montréal. Alors, c'est comme si je voulais toujours être ailleurs. Parce que j'ai été élevée peut-être dans mon environnement très inuit, petit village, mais j'ai toujours su, parce que tout le monde m'appelait la petite blanche, parce que j'avais des traits de métissé. Alors, peut-être c'est cet autre côté aussi que j'étais très curieuse. On t'appelait la petite blanche. Oui, oui. Pourtant, je me sentais zéro blanche. Alors, je pense qu'il y avait cette curiosité en moi, ouais. Est-ce que c'est courant à Saint-Louis d'avoir des taches Des comme taches de rousseur, je pense qu'on est deux. Ah, c'est vrai? Non, c'est vrai. Oui, quand c'est apparu, soudainement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Ouais. Donc, est-ce que tu réfléchissais déjà à ce moment-là sur les identités qui te constituent? Je pense que oui. Je pense que comme je dis, j'étais très rêveuse. Je réfléchissais beaucoup, je pense. J'avais une sensibilité qui était un peu exagérée par moments. Je pense c'était pas évident, surtout quand je suis devenue adolescente, tu sais, de grandir dans un petit village isolé où l'hiver, il fait froid, il fait noir, et il me semble que c'est longtemps l'hiver. Et je pense que quand tu es jeune, puis tu veux, puis tu n'as pas nécessairement les ressources
pour vivre en abondance, cette chose qu'on prend pour acquis ici, c'est les activités et loisirs, être capable de voyager. Ça, on n'en a pas dans le Nord, beaucoup moins en tout cas. Et beaucoup moins de ressources aussi pour les jeunes. Alors, je pense que à un moment donné, tu te dis, OK, qui suis-je? Assez vite, je pense que c'était une quête. C'est devenu une quête, qui est une quête à ce moment, mais je pense que ça vient de loin. Ouais. Donc, toi, enfant, la petite Blanche, tu te posais la question, qui suis-je? Donc, quels étaient les mots que tu mettais pour définir ton identité ou tes identités à ce moment-là? Ben, je pense que la musique était devenue un exutoire. Exutoire? On Mhm. dit? Euh, Parce que assez vite, j'aimais ça, m'exprimer à l'école avec mes profs francophones. Quand c'était le temps de faire des compositions, des trucs comme ça, tout de suite, j'aimais tellement ça. Alors, je pense que j'avais l'impression que j'avais quelque chose que j'avais envie, j'avais hâte de faire ces choses-là. Alors, puis aussi, je pense que la communication est arrivée très vite dans ma vie. J'avais envie de communiquer. À 14 ans, j'ai commencé à travailler à la radio le régionale de chez nous, même télé. Alors tout de suite, c'est une fille aussi sensible et gênée comme moi qui veut faire la radio, qui veut faire c'est comme vouloir provoquer tout de suite. Alors c'est comme un peu contradiction avec qui j'étais, très enfermée par moments, mais en même temps, quand la télé arrive, ou quand c'est le temps de poser des questions, je me transformais littéralement. Alors, c'est toujours un peu le... C'est comme je vis des extrêmes, jusqu'à maintenant, je pense. Ouais. Est-ce que jeune, ça représentait un défi de composer avec toutes ces différentes identités? Je pense que jeune, tu le réalises pas. Je pense que c'est au moment que tu arrives à une place comme à Montréal que tu te fais poser des questions. Qui tu es? Tu viens d'où? C'est comment c'est chez vous? Constamment, 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 constamment. Alors, tu es toujours... C'est jamais un repos. Être une fille du Grand Nord qui fait des entrevues, qui a un nom particulier, alors tout de suite, tu dis, OK, il faut vraiment là trouver une façon de vivre bien avec ça parce que tu vas vivre dans ça longtemps. Alors, c'est peut-être le temps de bien faire la paix avec ça puis de te connaître. Alors, je pense que c'est là que j'ai réalisé que, OK, je me suis mis dans cette situation-là pour une raison, parce que j'ai peut-être une quête moi-même. Je pense que on ne fait pas nécessairement juste pour les autres, on le fait au départ pour nous-mêmes, pour vivre des expériences. Alors, Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même dans cette quête-là? mais j'ai rien découvert encore. C'est ça qui est bien. Est-ce que tu es en pleine quête? Oui, j'espère je vais l'être. J'espère que je vais être mourante et je vais être capable de encore apprendre des choses puis dire, OK, voici ce que je vis à ce moment. C'est ça que je pense que c'est ça la vie. Puis mourante. Je dis pas que je vais être sur mon lit puis je vais donner des formations. C'est pas ça. C'est juste, je me dis, il me semble, la vie, c'est une éternelle quête de la naissance jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est ça, oui, je pense que je suis pas mal là-dedans. Là. Je pense que je suis quelqu'un qui a constamment... Mais je pense que j'apprends aussi à laisser aller un peu puis vivre pour mieux comprendre au lieu de... Je pense que j'ai passé beaucoup de temps, trop de temps à poser des questions et essayer de les verbaliser quand c'est quelque chose que tu dois vivre. Il faut que tu tombes bien comme il faut, là. Tu as l'impression que tu es... pour revoir des choses d'une autre manière. Alors, ouais, j'aime bien m'utiliser comme guinea pig d'expérience de vie et de... Mais de partager ça aussi parce que je réalise tout mon entourage, c'est tout ça qu'on vit. Hein? Je pense qu'on Ton est dans entourage une... lequel?
mes amis dans le Nord qui réfléchissent sur notre identité, sur notre culture, comment mieux améliorer nos vies. Même chose pour mes amis ici, même. Je pense que c'est très universel de vouloir survivre dans un environnement très égocentrique, très artificiel qu'on vit. Alors, je pense qu'il y a un gros clash avec le sort de retour aux sources que le monde... C'est comme il y a deux mondes à ce moment. Puis on veut les deux. Tu comprends? C'est un peu drôle d'époque, je pense. Mais en même temps, je suis optimiste autant qu'il va y avoir de destruction, autant qu'il va y avoir les redécouvertes des valeurs humaines. J'espère. Je pense qu'on n'a pas le choix, là. À travers tout le métissage qui te constitue, quelles sont les valeurs que tu as retenues et qui sont importantes pour toi? Je pense que je suis en train de le revivre, là. Je pense, après 15 ans, à vivre dans une sorte Je le voyais pas comme ça, mais c'est comme si j'ai fait beaucoup de compromis. Mais je suis allée en fermant les yeux parce que j'ai dit, oh, je suis à Montréal, j'ai cette chance-là. En plus, je gagne ma vie à m'exprimer, à chanter devant les gens. Alors, je me dis, OK, quelle chance. Alors, il faut juste que je continue à rentrer dans cette petite moule. C'est un peu ça que j'ai vu parce que, me semble, cette petite moule, c'est quand même flyé et le fun est différent d'où je viens. Mais là, je pense avec un peu de recul, je me dis, oh, cette petite moule est un peu exigeante aussi. Je pense que c'est un peu... c'est peut-être pas tout toi qui veux vivre ça. Je pense que c'est en partie de toi. Alors, je pense que j'ai l'impression que je recule un peu en arrière. Je me dis, c'est quoi qui est important de mes vraies valeurs qui viennent de chez nous? Est-ce que j'en ai, premièrement? Alors, je suis en train de découvrir que oui, je suis en train de me rappeler comment j'ai été élevée, comment je suis élevée d'un peuple aussi qui a peu de paroles, de mots, mais des gestes et de simplicité, je pense. Exemples? Ben, par exemple, j'ai parlé avec un ami l'autre fois, puis les aînés, quand on leur demande comment tu vas, Hanupit, ça se dit pas. Tu fais pas des petits small talk tout le temps comme ça. Tu fais pas les... C'est parce que si ça va pas bien, tu vas le dire. T'as pas besoin de dire oui, je vais bien. On ne sait pas. Puis c'est-tu grave de dire dans quel état tu es à ce moment? C'est pas ça qui est important. Je pense que c'est le rapport simple qu'on a avec... Alors, ça, je trouve juste... C'est une expression qui vient des small talk qu'on fait, et puis ça fait pas partie de notre culture, finalement. Ça, c'est un bon exemple. Mais justement, comment ça se traduit, ça, dans les valeurs qui te restent après? Bien, je pense que ça se traduit pas nécessairement peut-être dans les valeurs, mais dans une mode de vie que tu peux te donner. C'est pas vrai qu'on a tous besoin d'être tous pareils parce qu'on est dans une ville ou on est dans une institution ou on est... Je pense que chacun peut amener une culture, une façon de vivre que tout de suite qu'on reconnaît, dit « Ah, oh, coudonc, il y a un petit peu de... Il y a peut-être une clash, puis c'est correct. » Alors, je pense que c'est plus ça que je suis en train de réaliser. Est-ce que c'est des valeurs? Je sais pas. Mes valeurs à moi, c'est tout simple. C'est d'essayer d'être quelqu'un honnête qui fait pas qui essaie pas d'avoir des opportunités qui sont en traversant des faussetés envers quelqu'un, parce que je pense que c'est beaucoup ça aussi, on le vit parce qu'on a Facebook, on a Instagram, on est bombardé par une image qu'on essaie de projeter, puis en tout cas, toi qui viens d'une ferme, là, me semble que c'est des choses qu'on n'avait pas, et tu sais, je pense que c'est des valeurs aussi
J'arrive de Iqaluit, j'ai vu des amis, puis c'est... Essaie de garder des choses simples, beaucoup plus... moins bombardées je pense que c'est des valeurs inuites. Est-ce que tu dirais le moment présent aussi? Ah, totalement, moment présent, totalement moment présent, qui fait que je pense qu'on est beaucoup moins fatigué dans le Nord, même si on vit des choses pas faciles. Pourquoi? On est moins fatigué, je pense, dans notre tête, dans notre esprit, parce que on est au moment présent. C'est ça que notre tradition nous a donné. On n'avait pas le choix. On pouvait même pas planifier dans l'après-midi, alors... puis on ne se fait pas des rendez-vous en disant ah, je vais être là à 1h30. Tu vas être là peut-être tantôt. Si tu n'arrives pas, c'est pas la fin du monde. Alors, il y a ce rapport-là qui est très fluide. Il y a vraiment pas de problème. Pourtant, on est au nord, on n'est pas au sud, mais on a les mêmes... Mais ce dont tu parles là, c'est diamétralement opposé à ce qu'on vit dans une vie occidentale, Oui. une vie urbaine, une vie Oui. comme Montréal, par exemple. Les activités professionnelles se passent majoritairement à Montréal. Ouais. Là, tu parles à Iqaluit, on ne se fait pas un rendez-vous à 1h30. Ici, si t'es pas là à 1h35, c'est la T'es panique. dans la merde, là. T'es dans Comment la tu vis ça? merde. Puis, tu sais, aussi, c'est une insulte aussi. Oui. Alors, on insulte pas souvent dans le Nord, tu comprends? On n'a pas cette impression-là qu'on doit... Si t'arrives pas, c'est pas grave, je vais chiller à la maison, je vais... Et c'est ça. Je pense que c'est aussi parce qu'on est souvent ensemble, hein? C'est beaucoup de rendez-vous. Puis je peux comprendre ici, on a envie d'être individualiste, on a envie de retrouver un peu de moments à nous-mêmes parce que il y a tellement de... Oh, on est fatigué. On n'a rien fait, puis on est juste fatigué parce qu'on a tellement de rendez-vous. Mais ces deux LSP-là qui Oui, vivent dans toi, comment oui, ils cohabitent là, oui. dans une journée? Mhm. Oui, mais je pense que si l'équilibre est là, ça va. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre et je pense que à ce moment, mon fun dans ma vie, c'est de réessayer de... Surtout que je viens d'avoir un deuxième bébé qui a 2 ans maintenant, mon fils, puis je me dis, ah, il faut que je trouve quelque chose qui va faire que mes enfants vont pouvoir dire, ah, ça c'est des belles valeurs. Alors, je pense que ça commence par la famille, hein? Ça commence par un vouloir de partager aussi comment tu vois la vie, comment tu... Donc, à travers tes différentes identités, celles autochtones, non autochtones, Mhm. est-ce qu'elles varient, ces identités-là? Est-ce que ça change? C'est toujours au même degré, au même niveau? Qu'est-ce que... Non, je pense que c'est une bonne question parce que je vis vraiment ça à ce moment, dans le sens où je suis d'une école tu poses pas trop de questions, puis ça va bien aller. Mais évidemment, depuis que je suis à Montréal et je vis dehors de ma communauté, tu poses la question, est-ce que je suis encore Inuk? Est-ce que je suis encore... est-ce que... Mais je pense que c'est drôle parce que j'ai rencontré un journaliste à Iqaluit l'autre fois, puis on a parlé d'une artiste Inuk, chanteuse qui a fait sa carrière il y a plus de 20 ans à peu près, puis il a demandé à cette chanteuse-là qui vit à Toronto, elle a demandé pourquoi tu n'as jamais revenu vivre chez toi, est-ce que c'est important pour toi? Elle a dit, j'ai pas besoin de retourner vivre là-bas, je sais qui je suis. J'ai trouvé ça tellement beau, ça m'a tellement inspirée. J'ai dit, ah, c'est vrai, parce que souvent, je pose la question, puis je suis dure envers moi-même. Je me dis, ah, moi, j'ai quitté chez nous, puis j'ai senti mal longtemps d'avoir quitté. C'est quoi le sentiment? C'est comme si je freinais le potentiel que je veux vivre. J'étais comme, ah non, c'est parce que là, je vais peut-être avoir l'air, puis je vais perdre ma culture, puis je vais... Je pense que ça, à un moment donné, tu poses plus ces questions-là parce que ce qui reste, c'est le regard des jeunes. Pour eux autres, d'avoir quelqu'un qui vient de leur village, qui
qui chante, qui fait la scène, qui nous fait rêver, c'est tellement plus grand. Alors je me dis, OK, je pense qu'à un moment donné, tu décides, OK, tu peux pas tout avoir. Tu sais, tu peux pas dire que tu es la fille la plus qui a plus de tradition au monde quand tu n'es pas chez toi et que tu rencontres toutes sortes de monde. Mon chum, mais c'est un Français. Le père de ma fille, c'est un Québécois. Alors, à un moment donné, tu dis, OK, tu fais des drôles de choix, mais tu vis avec. Puis c'est aussi ça que j'aime. Je pense que je suis quelqu'un qui est profondément ouverte. Et même si j'ai beaucoup d'influence, mon identité, c'est toute mon enfance, les 21 ans que j'ai vécu dans mon village. Et c'est encore chez nous pour moi. C'est la terre m'accueille, puis les gens m'accueillent. Alors, je sais pas, oui, par moments, je me sens très francophone, par contre. Même, tu sais, je peux pas dire que je suis francophone, mais j'ai l'impression que je vis beaucoup j'ai beaucoup d'identités différentes en moi. Puis je fais vraiment la paix avec ça, de plus en plus. Puis je suis pas gênée de le dire non plus. J'aimerais t'entendre un peu sur le rôle que certains aînés ont joué dans ta vie. Le rôle de certains aînés. Mais premièrement, les aînés, ils t'apprennent à respecter, à se faire respecter. Un aîné de Inuk impose un respect. Tu lui parles pas s'il te parle pas, déjà. À part si c'est ta grand-maman et tu es très proche avec lui. Mais un aîné, tu lui dis pas n'importe quoi. Il faut vraiment que tu apprennes à choisir le bon moment de dire quelque chose. Soit il te pose une question, déjà, tu es comme ça parce que tu dis, OK, je vais dire n'importe quoi. Alors, je pense qu'il y a cette tradition qu'on a, un aîné. Je dis pas que c'est des terreurs, là, non, mais c'est juste, il y a quelque chose qui fait que, comme j'ai dit, on parle pas pour parler, là. Alors, il y a quand tu es entouré d'un aîné, mais il faut vraiment respecter parce que c'est d'une époque où eux autres, ils ont été élevés dans un environnement tellement strict, tellement... il y avait des façons de faire parce que il a fallu que tu apprennes en regardant. Alors, c'est cette culture orale aussi. Alors, il faut que tu apprennes à apprendre vite ce que tu as vu la veille et c'est de répéter puis d'être très, très, très vite à apprendre des choses. Alors, comme c'est les aînés qui ont été élevés comme ça, mais toi qui es en 2015, un petit jeune... il faut que tu fasses attention parce que toi, tu es élevé à l'école toute la journée, tu apprends d'autres choses qu'un aîné a appris. Alors, il faut faire attention. Encore maintenant, on fait encore attention. Puis surtout, l'aîné, on prend soin de l'aîné. C'est surtout ça, je pense, qui est beau dans ma culture. C'est l'aîné, c'est un trésor national. C'est notre trésor communauté. Alors, l'aîné ne serait jamais tout seul parce qu'on a beaucoup de respect vers les aînés et leur sagesse. Alors, je pense que c'est ça, l'aîné, pour moi. C'est de vouloir un jour être un aîné qui impose ça. Je sais, ça serait peut-être pas le cas. Je vais être peut-être une aînée qui va dans un restaurant avec un verre de vin, puis c'est peut-être pas la même affaire, là, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est beau dans notre culture de cet respect qu'on a parce que la beauté, c'est quand tu vieillis. Chez nous, on n'a pas peur de vieillir. Là. Ici, on a peur, on fait tout, puis on a peur qu'on a un wrinkle, puis on a peur qu'on... Tandis que chez nous, c'est un signe de sagesse. Ouais. Peut-être à cause de l'environnement où on est, il fait froid, alors c'est correct d'avoir des wrinkles, c'est correct d'avoir... mais ouais.
est-ce que tu as parfois l'impression que tu vis une obligation de suivre un peu la trace des aînés? La trace des aînés, oui, bien sûr. Ça serait un peu con de dire que je n'ai pas d'obligation. Tu as une obligation, ça, ma culture, les traditions des gens de chez nous, c'est tellement extraordinaire. Il y a tellement de choses à apprendre tout le temps. Alors, c'est pas une obligation. Je pense le fait que je viens d'un petit village et on nous dit tellement que tu apprends des aînés, tu apprends des gens plus vieux que toi, que c'est naturel que je vais vers là, même si je vis pas dans mon village. Je vais vers l'apprentissage constamment parce que c'est un peu ça, on est toujours... c'est ça, je pense que c'est tellement... On nous dit tellement souvent que « Ah, bien sûr, c'est ça. » Alors, tu es toujours en train de vouloir montrer que tu as appris. Et sens-tu une obligation de transmettre ce savoir-là dans d'autres cultures, dans d'autres réseaux que toi, par exemple, auprès de tes musiciens, quand tu es à Montréal? Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises des aînés que tu veux transmettre? Non, je pense pas que j'ai envie de faire la morale ou apprendre des gens qui ont mon âge, par exemple, je pense que je suis pas quelqu'un qui aime ça imposer puis dire ah, on a la meilleure culture au monde puis vous étiez méchant avec nous. Je- non, je suis pas comme ça personnellement. Je trouve que il faut, je crois beaucoup à l'égalité. Essayer d'aller à la rencontre quand l'autre a envie. Je trouve ça vraiment important. J'aime pas ça imposer. J'aime ça, par contre, que les gens sont curieux assez pour aller me voir, aller à la rencontre. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus le fun pour moi parce que c'est un partage. Parce que moi, je suis autant curieux de l'autre culture. Alors, c'est pas toujours évident, ça, parce que tu dis, OK, non, il faut promouvoir les Autochtones ou ma culture, mais en même temps, promouvoir pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'apprendre ou est-ce que peut-être même pas? Alors pourquoi je dépenserais toute mon énergie à essayer de preach les autres quand ils n'ont même pas envie, ils n'ont peut-être même pas cette ouverture-là. Alors ça dépend toujours, ouais. Puis parmi les valeurs et les choses que tu as apprises des aînés, est-ce que tu sens un devoir de transmission auprès de tes enfants? Euh, oui, c'est sûr que mes enfants ils sont élevés ici, ils ne connaissent pas la réalité, ils ne vivent pas dans un petit village où il y a beaucoup plus de spontanéité. Est-ce que tu leur parles inuktitut? Oui, je parle surtout à mon fils, ma fille, elle est... Je pense que le seul truc avec ma fille, ce qui était arrivé, c'est que j'ai commencé à mélanger la langue inuit et le français. Et aussitôt que tu ouvres cette petite ouverture, c'est vraiment pas évident de continuer parce qu'un enfant apprend tellement vite. Alors, je refais l'exercice avec mon fils, mais cette fois-là, je ne dis pas un mot. Alors, constamment, il va me dire, parce qu'il va à la garderie maintenant, puis il va me dire une affaire, par exemple, oui. Alors, de dire, ah, tu sais, alors, ça rentre, il parle inuktitut. Alors, oui, c'est quoi inuktitut? Ah, ah. Alors, j'ai l'impression que j'ai appris puis le fait de parler avec mon fils en inuktitut, ben, sa sœur, ma grande, qui connaît déjà les mots, qui comprend beaucoup plus qu'elle pense, mais là, elle est un peu obligée de retourner dans cette langue-là parce qu'elle l'entend quand je parle à son frère. Alors, oui, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend, puis on fait l'erreur, puis après on se dit, OK,
Là, c'est important pour moi. Je veux pas que ma fille un jour me dise pourquoi tu me l'as pas appris, tu sais. Puis aussi de réellement le voir communiquer avec des gens, même si elle parle pas parfaitement, mais au moins avoir un sens de, je sais pas, connexion avec les gens de sa famille. Ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est important pour toi que tes enfants connaissent bien Salouit? La vie qu'il a, la communauté, les us et coutumes? Ouais, je pense que surtout quand je viens d'avoir mon petit garçon qui a 2 ans, puis je me dis, je suis en train de réellement créer ma famille maintenant, même si ma fille, elle va avoir 10 ans à cause, elle vit en moitié avec son papa aussi, mais de retrouver en couple aussi, de sentir que, c'est ça ma famille, ma petite famille. Alors, je pense que, même chose pour mon copain qui est, on établit notre carrière, on essaie de focuser sur ces choses-là. Je voyageais beaucoup, mais là, je pense qu'on réalise que, OK, je pense qu'il est temps maintenant de retrouver nos roots. Même chose pour mon copain qui a amené notre petit garçon sans que je sois là. Il était là 2 semaines, ça veut dire 3 semaines, entouré au sud de la France dans une maison de campagne avec des petits cousins, grands cousins qui courent partout. Ils se couchent à minuit parce qu'il fait encore soleil à 9 heures le soir. Alors de retrouver cette vie beaucoup plus à la campagne, mais je veux qu'ils vivent ça aussi chez nous. Alors le plan, bien sûr, c'est d'avoir les deux, mais avoir une vraie place où je rentre, pas juste aller passer du temps avec ma famille chez ma sœur, mais avoir mon petit cabane dans la nature, choisir le spot où je vais pouvoir dire à mes enfants, c'est chez vous ici. Alors ça, c'est un plan très réaliste à faire, mais il faut juste prendre le temps, il faut trouver du bois que tu envoies dans un bateau, arriver là. Alors je compte vraiment que ça soit... C'est ça, je pense que devenir parent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a envie de partager et de transmettre qui on est. Alors, tu sais, mon petit gars, il a 2 ans, puis dans pas long, il va pouvoir aller à la chasse avec mon cousin qui va l'amener. Alors, pour moi, c'est super important qu'il puisse sentir cet incroyable sentiment de liberté que le Nord nous donne, puis que ça nous fait du bien. Alors, c'est la nature, c'est le retour... dans la nature. Je dis pas que je vais aller vivre là-bas, je dis juste, je veux que ce soit vraiment une place où on s'en va pour se recueillir en famille, puis d'apprendre plein de choses aussi avec les gens de chez nous. Est-ce qu'on t'a déjà reproché de chanter de la musique pop plutôt que de chanter une musique traditionnelle de chez vous? Ben, bien sûr, je pense que on n'aime pas ça. Ou surtout au Québec, parce qu'à cause de la langue, la dualité que les Québécois vivent par rapport aux anglophones du reste du Canada, je pense qu'il y a un exercice qui est très bien, c'est très correct, mais c'est comme si on devient un peu protecteur d'une fille qui parle trilingue, qui est moitié anglophone de sang, qui parle le français, qui s'exprime bien quand même dans le français, et au moment, on se dit « Ah, c'est beau, elle parle, elle chante dans sa langue », mais au moment que tu mets de l'anglophone pop là-dedans, tu dis « Oh my God, je ne veux pas, c'est quoi cette affaire-là? » Alors, j'ai ressenti ça au début. Mais ça m'amène à avoir quelques questions. Donc, tu chantes en 3 langues, français, anglais, inuktitut. Qu'est-ce qui motive tes choix de parfois chanter en anglais, par exemple? Mais c'est parce que j'ai grandi à écouter la musique en anglais, du folk surtout. Puis mon oncle l'a fait bien avant moi. Alors ça, c'est mon école. C'est des gens qui étaient qui aimaient beaucoup la musique anglophone. Et ils l'ont expérimenté avec cette langue-là aussi. Ils ont eu du fun avec ça. Ils l'ont appris surtout. Ils ont été envoyés pour apprendre l'anglais. Alors je pense que c'est ça mon côté très anglophone qui est quand même en moi, mais pas juste de mon sang, mais musicalement,
c'est mes roots, je dirais. Qu'est-ce qui te motive de chanter parfois en français? Parce que j'ai une idée très claire, très précise, qui est des fois soit beaucoup plus un regard peut-être québécois. Je dirais même pas français, c'est très québécois, c'est très une image peut-être. Je pense que c'est inspiré par le fait que les francophones, les Québécois, sont très curieux du Nord. Alors, c'est leur curiosité qui m'inspire, c'est leur regard qui m'inspire. Je dis, ah, il faut ça comme ça. Oh, c'est pas mauvais. Ah, c'est très romantique. Ah, c'est. C'est. Je vois toutes sortes de couleurs que j'aurais pas faites si ça vient de ma culture, parce que ma langue, c'est très. euh, euh, des choses très directes, puis c'est aussi très pratique, tandis que le français, c'est très chanté. Il y a plein d'images, beaucoup de visuels qu'on n'aurait pas vu avec l'anglais au Inuktitut. Alors, je trouve que c'est juste une autre forme d'expression qui est le fun d'adopter dans ton corps quand c'est le temps de chanter. Soudainement, tu changes de façon que tu tiens. C'est parce que c'est ça, il y a de quoi très... Puis c'est très physique aussi, c'est le fun, le français. Parce que j'ai une relation avec le français depuis longtemps. C'est comme un peu mon amant, hein, je dirais. C'est comme, il y a de quoi très charnel, mystérieux, exotique. C'est un peu... ouais. Et pourquoi tu chantes parfois en Inuktitut? Inuktitut, ben, c'est parce que c'est ma langue, puis je pense que il y a des choses, quand je chante en Inuktitut, c'est tout de suite on est dans le Nord. Tout de suite le message est pour les gens de chez nous. C'est comme je parle, j'ai une conversation avec les jeunes chez nous, par exemple. Puis aussi, c'est le fun parce que tu apprends à améliorer. Plus que tu le fais, plus que tu joues avec cette langue qui est très pratique, qui est très... je trouve qu'il y a un défi à rendre ça musical et amener les gens aussi chez nous ailleurs. Ils ont l'impression que, oh, elle dit ça comme ça, de cette... OK, c'est intéressant, puis c'est différent. Alors, je trouve que c'est le fun d'utiliser une langue qui est aussi pratique et straightforward, puis d'essayer de, d'être inspiré. Ouais, d'avoir des visions différentes, peut-être. Et quand tu es à Montréal, qu'est-ce qui te manque profondément que tu ne retrouves pas ici? Le territoire, c'est fort, hein, c'est fort comme sentiment de... J'étais juste à Iqaluit, puis j'avais presque des larmes. Je suis allée faire du skidoo avec un monsieur qui a décidé oui, il peut m'amener, me guider un peu parce que j'avais vraiment besoin de sentir de sentiment d'être à zéro dans ma tête, puis juste regarder le paysage et c'est les montagnes. Je sais pas, il y a quelque chose de très ancien de ce territoire-là qui te frappe à chaque fois. C'est comme j'allais aller faire de la méditation, j'imagine, ou aller dans un territoire comme des Red Rocks au désert au sud des États-Unis. Tout de suite, tu es envahi par une présence. Alors, c'est un peu ça que ça fait, je pense. J'ai jamais compris ça quand des amis qui viennent du sud vont chez nous, puis ils sont là 2 jours, puis tu dis ils vivent une expérience, tu dis, OK, de quoi ils parlent? Mais là, je peux comprendre c'est quoi. Il y a quelque chose, tu peux même pas dire des mots, il y a quelque chose de juste, je sais pas, je pense que ça fait du bien, tout simplement, ouais. Dans les perceptions des non-autochtones à l'égard des Autochtones, j'aimerais savoir ce qui te choque. La perception des non-autochtones envers les autochtones. Je pense que ce qui me choque, c'est pas tellement leur regard. Je pense que de toute façon, l'histoire nous a tellement mal dirigés là-dessus que les gens qui ont une perception négative, ça fait partie de la nature humaine. C'est sûr que quand on dit que les sauvages, et ci, puis ça,
taxes, on fait... Quand tu n'as aucune idée comment le Canada a été créé réellement et comment le gouvernement décidait des lois sur les Indiens, par exemple, ou les réserves, puis tu n'as aucune idée, mais je peux comprendre, tu es vraiment ignorant. Ça, je peux pas en vouloir les gens d'être comme ça. On est tous un peu ignorants quand on est mal éduqués. Mais ce qui me choque le plus, c'est le fait qu'on n'avance pas plus, on ne se donne pas le droit de s'informer correctement quand on est en 2016. On est informé de tout, sauf les Autochtones. Ça, je comprends toujours pas. Est-ce que c'est un sentiment qui vient d'un sentiment de culpabilité ou de vouloir pas paraître niaiseux parce que je sais pas. Je sais pas si c'est juste... Je pense que les Autochtones, ce qu'ils veulent, c'est sentir que... Tu sais, le petit geste de bonjour ou dire quoi, juste ça, là, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une ouverture, mais souvent, il y a une froideur, probablement le fait que les gens ne veulent pas avoir l'air niaiseux. Ça me choque. Parce qu'on est tous, c'est normal, là, moi-même, des Premières Nations, de toutes nommer des Premières Nations au Québec, au Canada, il y en a beaucoup, mais juste sentir qu'il y a une petite geste d'ouverture et de sentiment que les non-autochtones, ils n'ont pas peur de cet être humain qui est devant lui, qui, oui, peut-être qu'il vit dans une réserve, peut-être il a en arraché, puis peut-être il a l'air un peu tough, mais c'est ça qui me choque, c'est parce que ça nous empêche de se rapprocher. Oui. Puis c'est ça qu'il faut faire, c'est de rapprocher, de sentir que tu peux dire un joke à un autre. Ouais. Et toujours dans les perceptions des non-autochtones à l'égard des autochtones, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Ben de voir le partage, les rires. Je pense qu'un rire ou un joke peut être amplifié s'il y a un clash et il y a une rencontre qui fait que j'aurais jamais pensé ça. Je le vis souvent parce que je suis métissée. J'ai toutes sortes d'amis, autochtones, non autochtones, alors où mon band va dans le Grand Nord et puis soudainement, c'est un peu comme en train de réaliser « Oh, c'est surréaliste ce que je vis, je suis dans le Grand Nord avec des... » Ou l'inverse. Et je trouve qu'il y a de quoi dans une... quand on démystifie quelque chose, il y a une sorte de charge, énergie incroyable qui fait du bien à l'être humain. Alors, d'être devant, être une witness, que je suis que je vois ces choses-là, pour moi, ça me... Tu sais, c'est mon côté communicatrice en moi moi, ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça le vivre. Je sais c'est quoi parce que je le vis constamment. Je suis un métissage de plein de gens. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve ça beau, des mélanges des gens qui apprennent à se connaître. Ouais. Un partage de culture. C'est beaucoup ça qui me rend heureuse. Ouais. L'ouverture. L'audace dont tu rêves, un geste audacieux serait? L'audace audacieux, le geste audacieux. Wow! Donc, de la part des non-autochtones, vers les autochtones. Un geste audacieux serait? Je sais même pas. Mais je pense pas qu'on est rendu à faire des gestes audacieux quand on n'a pas encore cette volonté d'aller vers l'autre. Je pense qu'il y a une curiosité qui est là. Je pense qu'on est imposé de savoir sur les Autochtones à ce moment à cause de qu'est-ce qui se passe aussi, à cause de le politique aussi qui s'ouvre à les droits ou
de aider les Autochtones à vivre une meilleure vie parce que la vie, la valeur d'un Autochtone est beaucoup moins importante que la valeur de n'importe qui au Canada. Souvent parce que c'est une question de géographique aussi, et aussi mais parce qu'on a crissé les Autochtones dans des réserves, puis on a dit « OK, vous restez là ». Alors, on n'a aucune idée ce que les gens vivent au Canada. Alors, je pense que l'audace, ça, je pense pas qu'on est rendu là. Il faut juste commencer par des petits gestes qui vont faire du bien. Puis après, on va pouvoir parler de l'audace parce qu'à un moment donné, il va falloir arriver à là aussi à faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup, Elisabeth, une femme formidable. Nakormé Morel. Et la main, puis le regard, c'est ça qui est important. Nakormé. Oui, Nakormé. Pas trop de bisous, là. Non? Pourquoi? Non, non, ça c'est intime. C'est intime. Qu'est-ce qui sort?